Bonjour, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Et bonjour à Camille, merci bien sûr. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Camille, ça fait 15 ans à peu près que vous êtes présente, vraiment présente sur la scène française. C'est-à-dire ça fait 15 ans que vous avez sorti votre premier album. Et je dirais que vous êtes plus que présente, c'est-à-dire que cette scène française, vous la secouez, vous la tordez de temps en temps, vous la bousculez et vous l'avez vivifiée. Est-ce que vous avez cette sensation-là? En tout cas, nous, en tant qu'observateurs, c'est celle qu'on a. Oui, est-ce que vous avez aussi cette prétention, en tout cas plutôt cette ambition? Parce que j'ai quand même bien la sensation qu'il y a ça aussi derrière. Une ambition artistique, oui, mais par rapport à la scène française, pas particulièrement. Tout simplement parce que j'ai pas grandi dans la culture de la chanson française. Et donc, j'ai l'impression que je la connais beaucoup moins que d'autres. Donc, j'ai pas la prétention d'apporter quelque chose à la chanson française. J'ai l'envie, l'ambition à travers les mots, parce que ça me définit pour le coup, et la musique, créer un univers qui m'est propre. Voilà. Alors, vous n'avez pas eu cette culture de la chanson française, et aujourd'hui, vous incarnez le renouveau de cette chanson française, malgré tout. Votre culture, c'était plutôt les musiques noires américaines et les musiques dansantes, c'est bien ça? Oui, c'est ça, ma culture de chanson en tout cas. Après, ma culture littéraire, elle est très française, majoritairement française. Mais ce que j'écoutais depuis petite, à la maison, ce qu'écoutaient mes parents, et ce que plus tard, moi, j'ai écouté spontanément à l'adolescence, en tout cas, c'était plutôt, oui, la musique noire américaine, la musique brésilienne, le rock anglais, et puis évidemment de la chanson française. Mais très peu de variétés françaises, et en chanson française, j'ai le souvenir de Gainsbourg, à la maison, Nougaro, des musiques finalement, des chansons françaises assez métissées déjà, assez, qui empruntaient déjà qui étaient déjà influencées par des choses très, très extérieures à la chanson française traditionnelle. Peut-être que ça aide d'ailleurs à renouveler la chanson et à prendre ses distances avec une forme très classique et très traditionnelle et très honorée en France de ce qu'on appelle la grande chanson française, de ne pas être élevé dans le culte de Brel, Brassens, Barbara, parce qu'il y a beaucoup de gens de votre génération qui ont grandi avec ces figures-là au-dessus d'eux, et on a du mal à s'en défaire. Oui, alors après, il y a le culte de Michael Jackson, de Stevie Wonder, enfin, voilà, il y a plein d'autres cultes. De manière générale, j'aime pas trop les cultes. Ce que j'aime, c'est mélanger les choses, et c'est vrai que voilà, ce que j'essaye de faire quand je chante, c'est d'apporter du son dans les mots, du son, de la mélodie, de la musicalité dans les mots, au-delà de mes influences. Apporter du son dans les mots et non pas porter un texte par une musique? Ça veut dire que la musicalité, elle prime avant toute chose? Ouais, le texte, je trouve que si on chante et qu'on est trop dans le texte, même s'il y a un texte, hein, parce que là, les grands chanteurs que vous citez, ils sont pas collés à leur texte, même s'ils ont des très beaux textes. Je trouve que quand on est trop dans le texte, on se fourvoie, parce qu'on n'est plus dans la musique. Voilà. Et je crois que les grands chanteurs que vous citez, et peut-être qu'ils ont ça induit en erreur, parce qu'il y a des très grands textes. Je réécoute Léo Ferré, par exemple. Les textes sont magnifiques, mais en fait, même si on les comprend pas, c'est incroyable ce qui se passe au niveau du son, au niveau des arrangements, de la présence. Voilà, c'est plus fort que tout. Alors, et cette présence, elle est portée par le sens du texte. Mais le sens du texte, voilà, le texte lui-même, elle ne bouffe pas les leçons et la présence. Léo Ferré, qui était un grand auteur, mais qui était d'abord un grand musicien, qui a failli être chef d'orchestre, hein, d'ailleurs, ce qui montre bien à quel point la musique était pour lui essentielle. Camille, quand vous dites « j'aime pas trop les cultes », parfois, quand on vous voit sur scène, quand même, on se pose la question, quand vous êtes dans cette grande robe, en train de battre le sol pieds nus, avec vos adeptes autour, si je pourrais presque dire vos disciples, non, il y a un peu quand même prêtresse païenne. Le rituel, oui, mais le culte, non. Oui, d'ailleurs, je travaille avec Robin Orlin, chorégraphe sur la mise en scène, et des fois, elle m'a dit non, fais gaffe de ne pas avoir trop l'air d'une prêtresse là avec ton grand voile.
Non, je pense que j'aime trop rigoler pour me prendre pour une prêtresse, aussi païenne soit-elle. Non, il n'y a pas de culte. Pour moi, la scène, c'est une manière de me libérer et j'espère de libérer tous les gens qui sont là et que chacun se ressource et ressort heureux. Voilà. Et libre d'esprit. On va revenir là-dessus parce que c'est vraiment important. Je pense que vous considérez, enfin vous allez me le dire, mais moi j'ai la sensation que vous considérez toute cette démarche artistique comme quelque chose de fondamentalement politique, en tout cas de collectif et qui porte une valeur de libération. Mais avant, je voudrais aussi qu'on revienne sur ce parcours évidemment que vous avez dessiné depuis 15 ans. En 2002, premier album, j'ai vu qu'il s'était vaillamment hissé à la 90e place des meilleures ventes de disques en France. Et puis au printemps dernier, dernier album, directement numéro 1 des ventes. C'est quoi? C'est une satisfaction? C'est la sensation d'avoir réalisé un coup de force? Parce que pour autant, on ne vous entend pas beaucoup sur les radios, on ne vous voit pas souvent sur les télés. Et aujourd'hui, il y a ce public Camille, il y a cette attente Camille. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu transversal. J'ai pas l'impression d'être une grande pop star. Je sais pas si c'est ma nature. Et en même temps, j'ai l'impression, en paraphrasant Barbara, qu'il y a une vraie histoire d'amour avec un public. Je n'ai pas envie de dire mon public parce qu'il est mouvant. Mais je pense qu'il s'agit de ça. Il s'agit d'une relation qui s'est tissée au fur et à mesure du temps et qui est assez respectueuse et surprenante. Voilà, je crois que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, en tout cas, dans l'univers de la musique, c'est le lien avec le public. Hein. Le numéro 1 des ventes, en fait, j'ai pas le recul commercial pour analyser ma carrière en termes de chiffres je m'y refuse, je crois. En tout cas, c'est une belle trajectoire, une très belle réussite en ayant fait très peu de concessions, voire pas du tout. Parce qu'il paraît que vous n'êtes pas très très facile à travailler avec. Hein, les gens qui travaillent avec vous, en tout cas, je ne parle pas de votre équipe de musiciens, tout ça, mais les producteurs ou les maisons de disques, enfin, on ne va pas les fâcher, là, je sais qu'ils sont là, mais non, Camille, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Donc, je pense que, au contraire, je suis très facile. Parce que quoi de plus difficile que de travailler avec un artiste qui ne sait pas ce qu'il veut? Avec un artiste pas créatif. Au contraire, moi je pense que plus l'artiste est créatif, plus c'est un bonheur pour les équipes autour parce qu'à leur tour elles peuvent être créatives, elles peuvent sortir des idées complètement farfelues. Et moi je vais pas faire non mais n'importe quoi. J'accueille ça. Et puis ça donne une ligne directrice. Ça dit oui, non. Ouais, moi je pense que plus on est créatif et plus on sait ce qu'on veut, plus c'est facile à travailler dans l'exigence évidemment. Il y a Daniela qui est là dans le public, l'attachée de presse de Because. Ce serait à elle de parler. Tout ça c'est des bruits de couloir. Faudrait demander vraiment aux gens qui m'entourent. Et je trouve qu'on le fait pas assez d'ailleurs dans les interviews. C'est très intéressant d'interviewer les entourages des artistes, que ce soit la maison de disques et l'entourage artistique et musical, parce que déjà ça met en lumière tout ce qui nous entoure, parce que tout seul on n'est rien, et puis ça met en lumière certainement mon travail, j'ai certainement des perspectives que moi et du recul que j'ai pas sur ma manière de travailler. Non, Daniela, elle est là, mais pour l'instant, elle ne se plaint pas de vous, je vous le dis. Ça fait pas très longtemps que vous travaillez ensemble, de notre côté. Ça doit être pour ça. Cela étant, et là c'est sans plaisanter, moi je suis descendue dans le sud de la France où vous habitiez à ce moment-là, il y a 6 mois, vous voir en train de finir vraiment le filage c'était la fin d'une première phase de répétition de votre spectacle. Et j'ai été, c'est pas la première fois que je voyais des répétitions à ce stade-là, mais j'ai été malgré tout impressionnée vraiment par l'exigence et la somme de travail. D'autant que le spectacle, je l'ai revu un mois après et qu'il avait encore beaucoup évolué. Vous êtes quand même une très, très grosse travailleuse, on peut dire ça? On me pose souvent cette question. Est-ce que vous travaillez beaucoup? Je ne sais pas. En fait, c'est relatif. J'ai l'impression de dormir pas mal. Je sors pas beaucoup la nuit. Alors peut-être que... Vous travaillez et vous dormez, en fait, c'est ça? Je travaille... Je dors et j'ai des amis et des enfants et un amoureux et donc mon temps se passe à
entre ces mondes-là. On peut dire qu'il n'y a pas un jour sans que je pense à mon travail, mais il me faudrait le double de temps pour... Enfin, il me faudrait plusieurs vies, je pense, pour aller au bout de toutes mes idées. Donc, voilà. Vous avez un amoureux, comme vous le dites, on peut le dire, qui est un musicien et avec Oui. lequel vous travaillez, qui s'appelle Clément Ducol, Oui. et vous formez vraiment un tandem musical, artistique. Ça veut dire que la vie et la musique aujourd'hui, c'est totalement lié. Ça veut dire que vous chantez tous les jours, ça veut dire que vous pensez à la musique tous les jours. Ah oui, j'ai tout fait pour m'y obliger presque. Parce que pour moi, la musique, c'est la joie. Donc je m'oblige à la joie quotidienne. Parce que c'est pas facile. Des fois, il faut vraiment se bouger pour être joyeux. La vie, des fois, c'est pas facile. Ce qui nous entoure, des fois, c'est pas facile. Donc moi, j'ai choisi assez jeune de devenir chanteuse parce que je me suis dit comme ça. Tous les jours, je vais chanter, et puis tous les jours, je vais danser, et puis tous les jours, je vais avoir cette espèce de bulle là, de champagne, d'émulation pour... Bravo. La musique, c'est la joie, mais parfois les chansons sont tristes. C'est la joie quand même. Oui, mais ça élève toujours. On se sent mieux. Enfin, c'est comme de pleurer en fait. Hein. Quand on pleure, on draine tout le chagrin, toutes les toxines, tout le stress. On pleure. Voilà. Quand on chante, même si c'est pour chanter des choses tristes, ben on va mieux. C'est une forme de catharsis aussi pour celui qui chante et pour ceux qui écoutent. Alors vous avez explosé, on va dire, dans le paysage médiatique et artistique en 2005 avec un album qui s'appelle Le Fil, qui a vraiment marqué et les esprits et son époque, où toutes les chansons étaient déclinées autour d'une même note bourdon, comme on dit, c'était un si, je crois. Merci. Et vous avez, depuis ce moment-là, beaucoup travaillé autour de concepts pour les albums, concepts d'images aussi, autour de couleurs, enfin... Est-ce qu'on peut dire que vous considérez la chanson, d'ailleurs, est-ce que pour vous c'est vraiment de la chanson ou c'est quelque chose de plus global, comme de l'art contemporain, en quelque sorte? Oui, c'est vrai. Je me retrouve beaucoup là-dedans dans la démarche d'une amie, par exemple, qui s'appelle Sophie Calle. Je me retrouve dans cette démarche plus large. Voilà, la chanson pour moi, c'est qui suis-je, qu'est-ce que c'est cette société dans laquelle je vis, qui suis-je en tant que femme. C'est aussi se définir dans l'image, on ne peut pas passer à côté. Aujourd'hui, quand on est dans tous les domaines, en fait. Donc, c'est donner du sens à ça aussi. C'est le happening aussi, qui est très présent dans l'art contemporain. Et moi, j'aime bien le happening dans... faire des choses qui ne sont pas forcément attendues, que j'attends pas forcément moi. Et des choses un peu situationnistes, quoi. Faire chanter, par exemple là, vous faire chanter... un peu comme ça, ou des beautés, des choses hors les murs aussi, interroger les lieux. Voilà. Pour moi, voilà, faire de la chanson, c'est interroger le monde. Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne Camille capable d'embarquer son public en dehors de sa salle de spectacle sur le trottoir et de remonter, ça vous l'avez fait plusieurs fois dans la rue. Ça donne Camille qui essaye de faire chanter un président de la République. Ça donne ce genre de choses, parfois périlleux. Oui, ça donne ce genre de choses. Au-delà du propos musical, j'interroge ce que c'est que de vivre ensemble, hein, ce que c'est que de chanter, ce que c'est qu'une femme qui chante, ce que c'est qu'un président. Est-ce qu'on n'est pas tous égaux devant le chant, devant la voix? On a tous une voix, on peut tous chanter. Voilà, le président, il est intimidé. On n'est pas tous égaux. Non, on n'est pas tous égaux devant le chant. Moi, je pense que voilà, c'est une déformation professionnelle, vous allez me dire, mais c'est aussi un manifeste. Moi, je pense que nous sommes tous des chanteurs et que nous sommes dans une nécessité de donner de la voix, de chanter et de danser. Je pense que ça définit l'espèce humaine. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on a oublié. Moi-même, j'aurais pu l'oublier. Voilà, peut-être pas parce que, comme je disais, je m'y suis obligée, mais cette vocation, elle m'est venue, mais... il y a eu de la volonté dedans. Et j'en serais pas là si j'avais pas fait ce métier et si pas quotidiennement j'avais pas nourri cette voix, ce corps. Et encore aujourd'hui, des fois, je sens, je m'endors, là, je dis et le chant, la danse, ça réveille tout le monde. Mais c'est en cela, très vraisemblablement, pour moi en tout cas, au-delà de ce qu'on peut penser
après de la réalisation artistique finie. Je veux dire simplement dans la démarche, c'est en cela que ce que vous faites diffère de beaucoup d'autres chanteurs. C'est-à-dire qu'on a des chanteurs qui sont des artistes, hein, qui à travers la chanson trouvent le moyen de s'exprimer, de se dépasser, de trouver leur place dans le monde, d'appréhender le monde également, comme d'autres le feraient avec le cinéma, la peinture, etc. Mais vous, ce que vous nous dites, j'ai la sensation, c'est... Alors vous dites on est tous égaux vis-à-vis du chant. On a en tout cas tous le droit de chanter, et à travers ce droit à chanter, c'est-à-dire le droit à prendre la parole, le droit de s'exprimer, le droit de s'affirmer, le droit éventuellement d'être joyeux, puisque pour vous le chant c'est ça. C'est-à-dire que c'est une démarche qui n'est pas que personnelle, il y a vraiment quelque chose du collectif et de la responsabilité presque. Oui, mais je pense que c'est des phases de la vie. Je pense qu'il est naturel dans la vie, à l'adolescence, de se dire qui suis-je. Après, on se définit, on se trouve un métier, on s'affirme de ce métier, on peut trouver une forme de reconnaissance. Et puis le cercle s'élargit, on a envie de le transmettre. Et puis on s'interroge sur le monde et on a des prises de conscience. Donc, voilà. Pour moi, c'est... Je suis en train de réfléchir sur est-ce que quand j'ai commencé mon métier, j'aimais autant... transmettre, je ne sais pas si j'avais cette maturité. Je pense que c'est venu au fur et à mesure du temps, cette envie d'élargir le cercle du chant. En tout cas, sans doute que dès le début, vous aimiez oser. L'audace, c'est quelque chose qui est présent depuis très longtemps, non ? Oui, le plaisir de jouer. De pas se laisser, de s'ébrouer comme un cheval, quoi, de pas se laisser mettre un collier, un truc, voilà. Alors vous savez qu'on vous présente très souvent comme l'intello de la chanson, hein, puisque vous avez fait Sciences Po notamment, et c'est pour ça, pour s'ébrouer comme un cheval, comme stage de fin d'études à Sciences Po, vous avez réalisé un disque, votre premier disque. C'était une façon de dire, OK, je suis dans ce système extrêmement formaté quand même, et standardisé et cadré, mais là-dedans, je vais m'imposer tel qu'on m'attend pas. Non, c'était pratique. C'était qu'il fallait que je termine, que j'ai mon diplôme, et comme j'étais en train de... j'avais signé mon contrat avec Virgin à l'époque, avec Source, un label de chez Virgin. Ça tombait bien parce que je ne me voyais vraiment pas faire un stage à l'Assemblée nationale ou dans les rédactions de Télérama. Non, mais je ne me voyais pas faire autre chose. Je me serais sentie totalement incompétente. Donc, voilà, même un stage, je ne me voyais pas faire un autre métier. Et donc, je suis allée voir l'administration. Je leur ai dit, bon, après tout... merde, j'ai quand même un contrat avec une maison de disques, et tout c'est sérieux. D'ailleurs, je n'ai pas dit merde. Hein. J'ai dit j'ai un contrat, c'est sérieux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, cet été, je vais être occupée à faire mon disque. Et puis, ils ont trouvé ça très bien. Ils m'ont juste demandé de faire un rapport de stage que je n'ai pas fait. Donc, j'ai mon diplôme, mais normalement, je ne devrais pas l'avoir parce que ils m'ont dit, vous ferez votre rapport de stage. Hein. Je dis, ouais, oui. Non, mais... Comment faire un rapport de stage sur un disque, c'est un peu un tue-l'amour quand même. Vous vous sentiez à l'aise malgré tout dans ce système scolaire et de hautes études qui a priori ne vous correspond pas tant que ça? Rétrospectivement non, mais qui l'est en fait? À partir du moment où on est dans un système de formatage, personne n'est à l'aise en fait. On s'en convainc, ça peut être rassurant. On s'y soumet. Alors oui, certainement que moi ça a dû me rassurer. Déjà, d'avoir un diplôme, parce que comme ça, c'est réglé. Et puis parce qu'on n'arrête pas un cheval au galop, et ce cheval-là, c'est le cerveau. C'est-à-dire que quand on a commencé en CP avec l'éducation nationale à... les contrôles, les dictées, les machins, après il y a le bac et tout, et tu t'arrêtes pas d'un coup, paf, je suis chanteuse, non. Il y avait des études supérieures. Pour moi, je sais pas, fallait que ça soit comme un cycle terminé. Voilà. Donc je suis allée jusqu'au bout du cycle. Et puis j'avais du temps pour faire de la musique. Vous étiez bonne élève, non? Je suis sûre.
j'étais bonne élève. Et puis ce temps pour faire de la musique, j'en profitais pleinement et j'étais pas dans une espèce de nombrilisme ou de solitude ou voilà, commencer un métier artistique quand on a 17 ans et qu'on est plein de sève, c'est pas évident parce que ça prend du temps. Donc la jointure s'est faite très bien. Je discutais de vous avec l'une de mes amies, là, il y a 2-3 jours, qui me disait « Oh là là, Camille, je jouais au tennis quand j'étais adolescente avec elle. » Et ça fut le pain. Et elle voulait toujours gagner, c'était terrible. C'était impossible de la battre tellement elle avait la niaque. Ah bon, non, ça c'est pas vrai. J'étais très mauvaise joueuse, mais alors vraiment, j'étais pas très forte. Mais mauvaise joueuse, pas envie de perdre. Ah oui, très mauvaise. La première quand même un peu. Oui, parce que je déteste être humiliée. Non, par contre, au tennis, franchement, elle est très gentille de dire que j'étais impossible à battre. Je pense que c'est... C'est peut-être les reconstructions après. Maintenant, vous êtes la première des chanteuses. Voilà, vous étiez la première des tenniswomen. Première des chanteuses. Qu'est-ce que vous recherchez là-dedans? Vous surprendre d'abord ou nous surprendre? Je pense que nous faisons partie d'un même tout. Donc, je sais pas si je cherche à me surprendre parce que quand même, je suis au courant de ce que je prépare. Donc je sais pas si je me surprends. J'explore, c'est une exploration. Mais je peux pas dire qu'il n'y a pas des choses qui me surprennent. C'est vrai, sur scène. Mais je pense que les choses qui me surprennent, c'est parce qu'il y a un public. Par exemple, des fois, je suis très fatiguée et j'arrive sur scène et quand je sors de scène, je suis plus du tout fatiguée. Et je suis très très bien. Et sur scène, il se passe des choses très fortes. Après, surprendre le public, je pense que tous les parcours sont surprenants. Quand vous creusez un peu, vous parlez avec quelqu'un de sa vie. Voilà, moi, c'est juste que peut-être que comme je suis artiste, ça se sent quoi, dans ce que je transmets. Voilà mon parcours de vie. Mais finalement, on a tous des parcours de vie assez surprenants, je pense. Vous allez, vous, voir des spectacles vivants? Vous allez voir des chanteurs? Ou pas tant que ça? Pas tant que ça. Moins que vous. Ah, ça, c'est sûr. Et vous avez de la chance. Est-ce que... Camille, est-ce que vous êtes heureuse dans cette société où la Starac, Nouvelle Star & Co produisent non-stop de nouveaux petits chanteurs standardisés? Alors, j'ai pas de jugement sur eux, sur ces jeunes chanteurs, parce que moi, quand j'ai commencé ce métier, il n'y avait pas cette tentation. Donc je sais pas, voilà, on a 18 ans, on a des étoiles dans les yeux aujourd'hui, il y a ce truc là qui est accessible à tous, qu'on sache ou pas où on met les pieds, est-ce qu'on tenterait pas le coup? J'en sais rien. Moi, ça m'intéresse pas, je tiens pas de regarder ces émissions, j'y arrive pas. Ouais. Là, on est à la jointure entre ce que vous dites, tout le monde a le droit de chanter, et à la fois, c'est l'anti-originalité au possible. C'est pas, oui, c'est très standardisé. Oui, tout le droit de monde à chanter. Non, c'est surtout, tout le monde a le droit de se mettre en spectacle. Ça n'a rien à voir en fait. Le chant, c'est pas prendre un micro et se donner en spectacle sous des lumières aveuglantes, avec des paillettes et espèce de. C'est pas forcément être extraverti. C'est pas. Le chant, c'est. Chanter sous sa douche, c'est chanter, je sais pas, le chant, c'est bercer un enfant, le chant, c'est chanter à un mourant, le chant, c'est chanter à un enterrement, à un mariage, le chant, c'est pas que un spectacle. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Donc c'est très bien que ces chanteurs-là, s'ils veulent faire une carrière, une fois de plus, moi je m'identifie pas à la carrière, quand je sens que des fois ça m'arrive, je dis je vais devoir chanter là, et en fait j'ai pas envie, ça me rend malade. Ça me rend triste. Et puis, je me dis, non, mais ça va venir. Et puis, ça vient. En chantant, la joie de chanter arrive. Mais des fois, quand on a beaucoup de concerts, des fois, on est fatigué. On se dit, mais je chante parce que je suis obligée de chanter. Non, moi, je veux pas faire ça comme ça. C'est pas toujours un plaisir.
Ben, si, ça. In fine, oui, mais parfois... Des fois, on est comme tout, comme vous, j'imagine, vous faites ce métier par passion, des fois, vous venez de le dire, des fois, vous devez être fatigué d'aller au spectacle, alors qu'il y a des gens qui attendent des mois, qui ont payé leur ticket pour aller voir ce spectacle, et vous y allez blasé, et puis des fois, vous êtes surprise, et ça, la passion vous reprend, voilà. Je pense qu'on en est tous là, des fois, voilà. Et tout ça pour dire que pour moi, le chant, c'est une envie de chanter et ça n'a rien à voir avec le spectacle, même si j'adore moi-même le spectacle. Et si, la télé, c'est un passage. Des fois, oui, je vais à la télé. Bon. Ça vous plaît ? Je dirais pas que c'est le contexte idéal. C'est pas forcément les conditions idéales réunies pour avoir envie de chanter. La télé. Parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de stress, on est on est soumis à un rythme. Voilà. Et le chanter, c'est être dans son rythme. Donc la télé, mais c'est un bon exercice, comme tout dans la vie. Hein. Moi, je m'y soumets parce que je dis, c'est un bon exercice. Et du coup, des fois en télé, je peux dire que je prends vraiment mon plaisir parce que voilà, j'arrive à trouver cette joie de chanter et d'être avec les gens qui sont là, sur le plateau à ce moment-là. Et des fois, le public, être dans le moment, même si je suis à la télé. Dans un cadre contraignant, arriver à retrouver ses marques et sa liberté. La télé sont aussi les interviews, enfin c'est pas que la télé, les interviews, mais j'ai le souvenir, moi il y a une dizaine d'années, de vous sur un taratata, je crois, où vous répondiez à l'intervieweur qu'avec des onomatopées ou quelque chose comme ça. Et j'ai cru qu'il allait devenir fou en direct. Ça vous dit quelque chose ? Nagui ? Ouais. Je me suis dit, waouh, le jour où il faudra interviewer cette fille, ça va être sympa. Non, pas merci. Vous vous êtes beaucoup amusé à un moment quand même. Vous étiez assez terrible. Vous étiez assez terrible avec les journalistes. Vous en avez fait tourner chèvre quelques-uns. Non, mais c'est pas une volonté. Peut-être que j'étais gênée moi-même. Hein, je sais pas. Je me rappelle plus de cette interview avec Nagui. J'aime pas trop les clichés. Alors, quand on commence à son métier, des fois, on ne sait pas se définir, on ne sait pas qui on est. Moi, je me souviens de mes premières interviews. Tu sors de chez tes parents, tu n'as rien à raconter, en fait. Donc, alors, je sais pas, j'imagine que j'ai dû trouver des chemins de traverse pour, je sais pas, me sentir à l'aise. Ça faisait un bon moment de télévision. Hein, voilà. Bon. Et puis l'interview, en fait, on n'est pas obligé de dire la vérité. Tout ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, mais l'interview, ce qui est amusant, c'est de la rencontre. Et puis c'est vrai que c'est le jeu du moment, quoi. Et puis chanter pour vous sur scène, c'est un peu pareil. Ce n'est pas que chanter, ce n'est pas que pousser une note avec la voix, c'est danser. C'est que vous faites des spectacles quand même extrêmement physiques. Je trouve même... peut-être de plus en plus, je ne sais pas, parce que j'ai le souvenir de la toute première fois où je vous ai vu sur scène, c'était avant le premier album, et vous dansiez déjà énormément. Mais c'est vrai que c'est très physique. C'est que chanter, ça peut être aussi faire des percussions corporelles, on sait à quel point vous aimez ça. Chanter avec des onomatopées, ça peut être aussi rôter sur scène. Ça, j'ai vu ça. Pas encore pété sur scène. Mais sur disque, il paraît. Ça sera l'apogée de ma carrière. J'ai déjà pété sur mon disque. Je sais. Dans la tonalité. Et là, bravo, le pét sur scène, je souhaite à tous d'être là ce soir ou le soir où ça va se passer. Vous avez une maîtrise de vous-même qui est extraordinaire. Par rapport de tenir la tonalité, oui. Non, moi je trouve que le pétomane, c'est le sommet du musicien. Mais je ne suis pas pétomane. La tonalité, c'est arrivé par hasard. Voilà. Mais c'est pour ça qu'on a gardé la prise d'ailleurs. Mais ça n'est pas arrivé tant de fois que ça. Donc on pourra réécouter les 5 disques de Camille pour essayer de repérer où c'est. Quand est-ce qu'il y a du lâcher prise, sérieusement, sur scène ? Alors à 5 minutes 44, 10 minutes 12. Non, parce que vous travaillez énormément et c'est vrai que vous faites sur scène des spectacles qui sont, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui les ont vus, qui sont élaborés, voire sophistiqués. Il y a une vraie mise en espace. C'est pas... À quel moment le hasard, le lâcher-prise, le risque intervient ? Le lâcher-prise, il est tout le temps. Là, j'ai une amie qui m'a donné un cours de céramique. Elle m'a fait faire du tour, là. C'est la première fois que j'en fais.
Et elle m'a dit, la Terre tourne. Tu peux tourner quand la Terre, elle est centrée. Quand ton morceau de terre, il est centré. Ben ça, c'est pareil en spectacle, en fait. C'est quand c'est structuré, et plus c'est structuré, et plus tu as rodé ton spectacle, plus il y a de lâcher prise. Je parle en termes d'énergie. C'est-à-dire que plus tu n'es que dans le moment, en fait. Donc tu laisses passer voilà, l'énergie qui arrive, voilà, l'échange. Après, en termes d'improvisation, de prise de risque, ça dépend des soirs. Je sais, j'ai l'impression que plus on est de monde sur scène, plus il y a de monde dans la salle, plus il y a une espèce de, comme une masse d'eau, il y a plus d'inertie. Et en même temps, ça exige encore plus de canalisation d'énergie. Mais peut-être moins de lâcher prise, comme de parler au public ou d'improviser un truc. Parce que plus la salle elle est grande et plus il y a de monde sur scène, plus c'est le genre de choses qui va prendre du temps, qui va se perdre un peu, il va y avoir une espèce de déperdition d'énergie, j'ai l'impression. Donc c'est pas le même lâcher prise selon le contexte, mais il existe toujours. Enfin, pour moi, ça fait partie du spectacle, quoi. Il y a toujours quelque chose qui arrive qui n'était pas prévu. Vous aimez faire monter les gens sur scène? En tout cas, vous le faites, là? Oui, j'aime faire monter les gens sur scène. J'ai été en contact plusieurs fois avec Mathieu Chédid dernièrement, et c'est avec lui aussi. Je me souviens que j'étais à ses spectacles quand je commençais à faire de la chanson, et certainement que j'ai aimé ça chez lui, cette interaction avec le public. Qui fait que tous les soirs, on a un contact avec le public au-delà de voir les visages. Moi, c'est vrai qu'après le concert, je suis pas en contact avec mon public, je décompresse. Et du coup, c'est des moments quand le public monte où on serre la main, on voit les visages, on sent les personnes. Et c'est important, c'est vivant. Voilà, aucun soir ne ressemble aux autres. Et ces moments-là, ça contribue à nous faire sentir, à moi et mes musiciens, le caractère unique de chaque moment. Sur ce dernier disque qui est sorti au printemps, qui s'appelle Oui, vous dites d'ailleurs, j'ai failli l'appeler Non, mais finalement je l'ai appelé Oui. Non, j'ai pas failli l'appeler Non, je suis quand même pas suicidaire. Non, je disais que ça a été tout un travail d'aller vers des choses en moi qui disaient non, à un disque qui dise oui et qui soit ouvert. Voilà. Qui soit ouvert sans rien édulcorer. Donc qui parle aussi tout en étant aux antipodes de ce qu'on appelle traditionnellement la chanson engagée, puisqu'on n'est pas du tout là-dedans et dans ces codes-là. En ayant un vrai engagement dans les textes, dans plusieurs textes. Enfin, il y a un vrai engagement citoyen. Il y a quand même une chanson qui s'appelle Nuit debout, c'est pas le hasard. Il y a un engagement écologiste aussi. Ce sont des choses qui sont importantes pour vous dans votre vie, très vraisemblablement, mais de le dire aussi, de le porter. Vous vous voyez un peu comme une porte-parole d'une certaine façon? Non, je crois qu'à travers la chanson, je parle de mes prises de conscience. Et alors... c'est peut-être faux, mais j'ai l'impression que je parle de choses qui sont essentielles pour tout le monde, en fait. Voilà. Voilà, l'écologie, pour moi, aujourd'hui, ça parle pas de moi, ça parle de nous, ça parle du monde. C'est fondamental, voilà. Je peux pas ne pas chanter ça, ce cri-là. Et dans les considérations beaucoup plus personnelles, mais dans lesquelles tout le monde peut aussi se reconnaître, ça c'est l'une des grandes vertus de la chanson. Sur ce disque-là, vous dédiez vraiment une chanson à votre père, disparu, qui est vraiment une chanson, on a déjà eu l'occasion d'en parler, magnifique, qui s'appelle Fille à papa. Vous pouvez nous en parler encore un peu de ce père-là qui vous a quand même beaucoup marqué, que vous continuez de chanter parce qu'il faisait des chansons et vous portez aussi ces chansons à lui. Et qui était abonné à Télérama. Oh, quel homme bien. Et puis, j'espère que votre maman a continué l'abonnement. Elle a continué l'abonnement, maman. Quelle femme bien. Je me suis auto-baptisée, dis donc. Attends.
Ouais. Alors, attends, je termine, je bois un peu et puis je te réponds. Ouais, c'est l'eau du ciel, hein, c'est arrivé. Ça, c'est un signe. Hein. Merci, papa. Eh bien, mon papa, il m'a donné la vie et puis il m'a vraiment transmis l'amour des mots et de la musique. Voilà. Et puis, C'est-à-dire, de quelle façon? C'est-à-dire qu'il chantait dans votre vie, enfin dans la vie de la famille? oui, c'est ça. Moi, je pense que les plus grands enseignements qu'on reçoit dans la vie, c'est non pas sous forme de, comment dire, d'apprentissage formel, c'est sous forme de transmission informelle. Et lui, il est, je sais pas, maintenant, par exemple, j'ai le souvenir de ses gestes à la guitare. Et alors, je suis pas guitariste, mais si je prends une guitare, il y a un geste qui m'est familier, juste parce que je l'ai vu le faire. Ou le piano, c'est familier, voilà. Et puis, il écrivait des chansons régulièrement pour sa famille, pour plein d'occasions différentes. Ces chansons me reviennent, ces moments me reviennent. Il a écrit et composé et interprété un disque qu'il a enregistré à la fin de sa vie, sans savoir qu'il était malade d'ailleurs. C'est un très, très beau disque. Et voilà, donc la musique était là, et surtout la musique vivante, la vraie culture. Pour moi, la vraie culture, c'est celle qui sort de chacun de nous, là où on est. C'est pas forcément celle qu'on entend à la radio, à la télé, de manière médiatisée. C'est celle qu'on crée, même si c'est une petite chanson à 2 balles qu'on invente pour son enfant. Ça vaut quelque chose. Parce que c'est nous-mêmes qui l'avons inventé. Il y a une authenticité, voilà. Et mon papa, il avait ça. Et voilà, il m'a transmis l'essentiel. C'est-à-dire que c'était pas un chanteur de carrière. Et je crois que grâce à cela, je suis devenue chanteuse de métier, mais je ne serai jamais une chanteuse de carrière non plus, parce que je sais que ce qui est essentiel dans la chanson. Vous écrivez des chansons, vous chantez pour vos enfants? Vous avez 2 enfants? Ah oui. Oui, alors je leur chante, ils baignent dans la musique, pareil, sous forme de... je crois que j'ai très très peu fait écouter de disques à mes enfants dans leurs premières années, parce je leur chantais tout le temps des trucs. Et ils chantent du coup, en fait. Ils chantent eux-mêmes, ils sont petits encore, mais ils chantent, ils jouent les percussions. Je ne suis pas là à leur expliquer ce que c'est qu'une double croche, une syncope. C'est pour ça que je pense qu'à partir du moment où l'humain il baigne dans la musique, ou dans n'importe quoi d'ailleurs, il développe ça avec un naturel incroyable. Et c'est ça ce que vous aimeriez transmettre au-delà de vos enfants au public? Oui, j'aimerais beaucoup transmettre ça au public et aux autres enfants, parce que moi, en tant qu'enfant, heureusement, j'avais un papa qui était musical, une mère qui aimait beaucoup la musique, un frère qui très vite s'est mis au piano, tout ça. Mais j'ai manqué de musique. Même dans l'école, hein, j'étais bonne élève, tout ça, mais j'ai manqué de musique. Je pense que la musique, c'est un apprentissage fondateur. Ça fait tout travailler. Voilà, ça fait travailler l'émotionnel, le vibratoire, l'intelligence, la coordination, l'écoute des autres, la vie en société. Voilà. La musique, a fortiori la chorale, je pense. Voilà, ça devrait être dans toutes les écoles, tous les jours. Mais ça veut dire qu'on peut vous imaginer un jour, vous animer des ateliers de chant, des choses comme ça? Vous pourriez être aller jusque-là? C'est-à-dire vraiment... descendre de l'estrade, de la scène, je dirais, et puis... je crois que c'est une des choses que je préfère. Hein. J'en ai déjà fait. J'ai déjà proposé des ateliers de chant aux femmes de mon quartier, à des amis, à des enfants, à des écoles. Oui, ça c'est déjà arrivé. Et ça se reproduira. Et puis j'espère que... ça fera des émules. Moi, je pense que plutôt que de faire service civil obligatoire, oui, mais au choix, nettoyer les plages ou faire un an de chorale. Je pense que la société irait infiniment mieux. Merci.
Eh bien, je pense qu'il est venu le temps peut-être de passer le micro à la salle. Si vous avez envie de poser des questions à Camille. Oui, madame, au milieu. Attendez, on va vous amener le micro pour que tout le monde vous entende bien, y compris les gens qui nous suivent en direct sur Internet. Bonjour Camille. Bonjour. Je vais oser. Est-ce que nous chanter une chanson? Non, justement, c'est pas moi, surtout pas. Je voulais savoir si ça vous ferait plaisir. En tout cas, ça nous ferait plaisir si vous nous chantiez. Voilà, savoir si. Une chanson là? Oui. Une chanson ou un. Ce que vous voulez. Merci. J'ai terminé ma phrase, tout dit, c'est gravé dans le marbre, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sort, tout dit, tu veux sécher tes larmes, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, des oiseaux dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai fui à la hussarde, tout dit, j'ai, tout dit, et les rats m'ont suivi, tout dit, hey, si, ma, sœur, tout dit, tu as peur pour ma vie, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, de la pluie dans les arbres, tout dit, j'ai, tout dit, j'ai rompu le charme, tout dit, j'ai, tout dit. Maintenant je vous regarde, tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu veux sécher tes larmes, tout dit, oh ma sœur Hildegarde, tout dit, je, tout dit, suis, tout dit, le, tout dit, bruit, tout dit, du vent dans les arbres. Tout dit, hey, tout dit, si, tout dit, ma, tout dit, sœur, tout dit, tu donnes un jour ton cœur, tout dit, oh ma sœur, prends garde, tout dit, ne, tout dit, pas, tout dit, où tu mourras dans nuit, tout dit. Merci. Merci beaucoup Camille, et merci à madame d'avoir osé demander cette chanson qui est extraite de l'avant-dernier album, Il Love You. Non, je devrais plus vous dire, parce que j'ai dit tout dit. Hein. Non, voilà. Si, dites-nous un peu, Hildegarde, ma sœur Hildegarde. C'est que quoi? C'était qui ma sœur Hildegarde? Je me demande bien. Je ne l'ai pas rencontrée, mais... Vous êtes trop jeune pour ça. Voilà, elle vivait au XIIe siècle. Mais
j'ai l'impression de l'avoir rencontrée sans l'avoir rencontrée, en lisant sur elle, en entendant les chants qu'elle a composés. Voilà, cette femme qui pour moi était très complète dans son œuvre, puisqu'elle elle a composé, elle a soigné, elle a eu des visions, elle a écrit sur la spiritualité, sur la vie en communauté, puisqu'elle elle était sœur. Puis elle a été canonisée, je crois, après. Enfin, j'aimerais bien que ça m'arrive. Bon, enfin, voilà, j'aime bien cette femme. Puis c'est ma sœur aussi, je parle à ma sœur, à moi aussi, dans cette chanson. C'est la sœur Hildegarde et la sororité, les sœurs d'âme et les sœurs, voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, madame, tout en haut. Ah, une question. Oui, c'est Adrien. Je sais, Adrien, tu m'as offert tes dessins. Je t'écoute. Alors, je crois qu'il y a Adrien n'a pas le micro. Alors, d'abord la dame et puis après Adrien. Oh, mais Mais Non, je peux c'est ça attendre, hein, je peux attendre. Oui, mais il n'y a pas de micro, malheureusement, j'ai l'impression en bas pour l'instant. Allez-y. Alors, c'est pas une question, c'est est-ce que vous accepteriez Vous êtes chanter? Vous êtes où? Oui, pardon, allez-y. Est-ce que vous accepteriez de nous faire chanter? Et vous, est-ce que vous accepteriez que je vous fasse chanter? Oui. Alors, bon, ok. Et vous, Valérie? Je ne peux pas dire non, oui, je crois. Hein. Vous n'êtes pas obligé de chanter dans le micro parce qu'on n'entendra que vous. Alors. Quel dommage. On va faire un truc sur Télérama. Hein. C'est un bon mantra, ça. Télérama. C'est bien ça. Alors, Télérama, 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 Télérama. Juste les voilà. Télérama, 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 Télérama. Télérama, 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 Télérama. Ah non, mais vous restez pareil. Attendez. Ok, bon, on va faire par couche comme ça. Les garçons. Télérama, Télérama, Télérama. Les filles. Télérama, Télérama. Les filles qui chantent haut. Télérama, Télérama. Valérie.
Merci. Merci à vous. Bon, j'en ai vu une dans la salle qui chantait pas. C'est la présidente de Télérama qui est là-bas. Je vous la présenterai après pour que vous la fassiez chanter. Adrien. Et vous avez chanté, vous, Valérie? Oui, bien sûr. D'accord. Vous le confirmez? Devant témoin. Quand on en est à la délation. Hein, bon. Adrien, qui a déjà offert un cadeau à Camille juste avant cette rencontre. Tu fais des tambours? Est-ce que je joue d'un instrument? Pas très bien, non. Je joue un petit peu du piano, du tambour. Je peux te jouer un peu de tambour, mais je suis pas tambouriste. Mais il y a beaucoup de tambours sur votre... Oui, c'est pas moi qui le joue sur le disque. Oui, mais il a quand même bien entendu, Adrien. Ah oui, il y a du tambour. Il y a du tambour sur le disque. C'est Clément Ducol qui joue du tambour sur le disque. Voilà, lui, il joue vraiment... Voilà, il joue vraiment du tambour. Voilà. C'est bon? Oui. Mais toi, tu pourrais jouer du tambour. Hein, je veux dire, il se fait là, baf, ça fait du bien déjà. Il joue de la harpe. Ah oui, de l'harpe, oui. De la harpe. Ah ouais, c'est bien. Ça y est? Mais tambour aussi, ça fait du bien. Est-ce que quelqu'un a une question? Après ces 3 très brillantes interventions, je pense que c'est difficile. Mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut, à part vous demander de jouer du tambour ou de danser? Me mettre toute nue, peut-être, je sais pas. Qu'est-ce qui reste comme comme défi? Ouais, franchement, là. Est-ce qu'avant qu'on se quitte, puisque le temps passe... Danser, je fais un pas de bourrée, voilà. Et voilà. Merci. C'est tout qui regarde.